c'est l'heure de votre carte blanche totale, des profits qui s'envolent. Eh oui, c'est sur les super profits, plus 48% bénéfices nets premier trimestre, plus 59% au second. Bruno Le Maire disait je ne sais pas où sont les super profits. Ils sont là, on peut lui montrer. Au niveau européen, la Commission européenne a demandé à taxer ces super profits, qui sont pour moi non pas des super profits, des profits anormaux et dérangeants parce qu'ils se font sur le dos des citoyens qui ont du mal à remplir leur voiture pour aller travailler, ils se font sur le dos de l'écologie, l'état de la planète, ils se font surtout sur le dos de la guerre. Voilà, tout simplement. Et de la stratégie de Poutine qui vise à nous déstabiliser. La Commission européenne a demandé à taxer ces super profits. Le Parlement européen, et j'ai été l'une des rédactrices de cette résolution également, ça a été voté donc par la droite et par la gauche. Et pourtant, le gouvernement français, lui, refuse de les taxer. Et c'est assez incompréhensible. Pourquoi ? Parce que le gouvernement français dit toujours République en marche, ni gauche ni droite. C'est un consensus gauche-droite qu'on a voté au Parlement européen et à la Commission. Le gouvernement européen dit toujours qu'il est pro-européen. C'est une mesure pro-européenne. Le gouvernement français dit toujours on a envie d'avoir des comptes publics à l'équilibre, sain. L'OCDE dit qu'il faut taxer pour pouvoir faire en sorte de ne pas avoir de crise de la dette. Donc c'est assez incompréhensible. Il dit aussi aimer les entreprises. Il faut savoir que la petite PME du coin est bien plus taxée que Total. Donc, reste à savoir pourquoi le gouvernement français ne taxe pas ces entreprises. Est-ce qu'il est du côté, finalement, de la transition écologique, de la justice fiscale, ou est-ce qu'il préfère les intérêts privés à l'intérêt général et dérouler le tapis rouge à des gens peu fréquentables le soir ? Richard Ramos. Alors des gens peu fréquentables, Total, c'est un fleuron français aussi, avec des emplois. Moi, je partage une partie de votre propos sur les super profits. Par contre, également, on aurait pu faire en sorte que c'est souvent les gens qui sont en périurbain qui payent très cher leur gasoil ou leur essence. Et donc, toutes les petites stations qui appartiennent à Total et Elan, elles auraient dû être au même prix pour moi que l'ensemble du prix sur l'ensemble du territoire. On aurait dû obliger Total, sur tout son maillage de petites stations rurales, à les mettre au même prix que dans les grandes villes. Et donc, les 30 centimes que finalement vont payer moins cher les Français, Total va prendre sa part. On nous a expliqué que ça serait à peu près la même chose que si on avait taxé les super profits. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez amoral sur ce sujet-là. Et surtout, je le dis, on retravaillera avec des députés le fait que dans les stations Total, là où il y a des réductions, on les retrouve dans la ruralité, dans le réseau Elan de chez Total, parce que là, le prix flambe et c'est ceux-là qui en ont le plus besoin. Et donc, il faudra travailler sur ce sujet-là. En tout cas, l'Europe ne lâchera pas sur ce point. Alors, le débat sur les super profits ou les profits anormaux m'inspire deux réflexions. La première, c'est la France a subi ou a souffert pendant une dizaine d'années de l'instabilité fiscale qui n'était pas, on va dire, favorable. Et donc, les investisseurs étrangers hésitaient à venir en France. Depuis quelques années, on a une certaine stabilité du cadre législatif et fiscal. Et donc, dans une certaine mesure, il convient de respecter bien sûr, on a eu les derniers résultats ont permis de dire qu'il y avait beaucoup d'investisseurs qui étaient intéressés par s'installer en France. Donc, il ne faudrait pas remettre, on va dire, ces quelques gains qu'on a pu avoir. Deuxième réflexion, est à supposer qu'on taxe. Okay ? Moi, c'est la question que je me pose, c'est cette manne d'argent. Sera-t-elle mieux utilisée par l'État en dépenses sociales ou est-elle mieux utilisée par Total ? Et là, je me pose la question de savoir, est-ce qu'il ne faut pas, à supposer qu'on mette cette taxe, orienter et flécher cette somme vers des dépenses bien ciblées, bien définies, de telle manière qu'on puisse ça ne rentre pas dans la collecte générale. Moi, en fait, ma carte blanche, c'est un peu ma réponse. Ah oui, mais alors non. Alors, on passe à votre carte blanche pour le moment. Il y a un lien. Alors, je voudrais juste entendre à nouveau Aurore Lalucq, peut-être sur ce que dit monsieur l'économiste du plateau, Michel Rémy. Alors, l'économiste et la députée européenne va répondre. Oui, voilà. C'est une taxation qui est mise en place en Italie, qui est mise en place en Espagne, qui est mise en place même au Royaume-Uni. Et aujourd'hui, on a besoin d'argent pour pouvoir justement ne pas dépendre de l'Arabie Saoudite, ne pas dépendre de la Russie, mettre en place la transition écologique. S'il faut que ce soit fléché, allons-y, fléchons, peu importe, vers la rénovation thermique des bâtiments, vers l'installation de panneaux solaires, etc. Ça va vite, tout ça, en fait. Par exemple, l'installation de panneaux solaires, ça permettrait de faire énormément d'économies. Mais en tout cas, il faut accélérer ce processus. Et d'un point de vue démocratique,
c'est sincèrement pas possible de se dire qu'on a des géants qui se font de l'argent sur le dos de la guerre, grâce à Vladimir Poutine, et qu'il y a des petites gens aujourd'hui qui ont du mal à faire leur plein d'essence pour aller bosser. Ça ne tient pas d'un point de vue démocratique. Et d'un point de vue social, il faut se rappeler de la crise des Gilets jaunes. Alors, c'est la carte blanche donc, de Louis Dragnel. On était un peu préparés là, du coup. Je me disais EDF, une perte historique. Je me disais simplement, si les dirigeants de Total avaient pu prendre en main EDF il y a 30 ans, on n'en serait pas là. Perte historique pour EDF, 5,3 milliards d'euros. Bon, c'était une perte qui était assez attendue. Et en fait, ce qui est assez désolant, heureusement, il y a eu la nationalisation d'EDF qui a été annoncée et qui même a été adoptée à l'Assemblée nationale. Mais ce qui est désolant, c'est que pendant 20 ans, aucun dirigeant politique n'a eu de vision stratégique avec cette entreprise. Et du coup, conséquence, aujourd'hui, EDF n'a jamais aussi peu produit d'énergie de toute son histoire. De toute son histoire, c'est historique. Alors qu'on n'a jamais eu autant besoin d'énergie. Tout simplement parce qu'il y a la mise à l'arrêt de 12 réacteurs sur les 56 et actuellement il y a 18 opérations de maintenance. Je sais que le gouvernement, on le sait, a demandé en catastrophe à EDF, est-ce que finalement c'est possible de réouvrir la centrale de Fessenheim ? Bah non. C'est trop tard, puisque la décision politique avait été prise il y a plusieurs années. Et maintenant, on a des ruptures capacitaires. Et donc, voilà, ce que je déplore profondément, c'est que l'État actionnaire, qui normalement est aussi un État stratège, a été, pour le coup, très, très mauvais dans la gestion du parc nucléaire français. Et si seulement les dirigeants de Total, vous voyez, avaient pu diriger EDF, je pense que EDF n'en serait pas là. Et simplement une toute petite remarque, je vous trouve très excessive sur Total. Je peux comprendre que les montants des résultats de cette entreprise puissent heurter dans un contexte de crise. Ça, je l'entends tout à fait. Mais dire que Total a profité de la guerre en Ukraine pour gagner de l'argent, je trouve ça un peu facile. C'est une non, mais elle n'y est pour rien de la guerre en Ukraine. Si vous lisez le communiqué de presse de son PDG, c'est ce que vous avez dit. Oui, mais lisez le communiqué de presse de son PDG. Il dit très clairement que si Total a aujourd'hui des super profits, c'est lié à la hausse du prix du baril du pétrole, qui est lui-même lié à la conséquence de la guerre en Ukraine. Donc, de facto, excusez-moi, mais c'est lié à la guerre. Et la Commission européenne ne dit pas autre chose. Et je ne pense pas qu'elle soit très gauchiste. Vous êtes dans la morale. Non, moi, je suis dans la politique. Ce sont des profiteurs. En gros, ils ont vendu du beurre aux Allemands. C'est un peu ça. Je suis dans la politique. Et je trouve que c'est très excessif. Si vous voulez, l'entreprise Total n'y est absolument pour rien dans cette guerre en Ukraine. Et s'ils ont bénéficié, s'ils ont vendu plus de pétrole, à la limite, tant mieux pour eux. Non, on ne dit pas qu'ils y sont pour quelque chose. Point 1. Point 2, il y a des gens qui sont en train de souffrir en Ukraine, qui sont en train aussi, d'un point de vue social, de souffrir. D'accord, mais Total n'a aucune responsabilité là-dedans. Si je suis excessive, la Commission européenne, qui, je vous le rappelle, un compromis entre la gauche et la droite, l'est aussi. Alors, je voudrais qu'on vienne sur EDF. Après, Louis Dragnel, c'est aussi votre choix de carte blanche. Donc, on y revient peut-être un tout petit instant. Mais Richard Ramos, sur EDF, quand Louis Dragnel dit moi, j'aurais bien aimé que Total reprenne EDF, on n'en serait pas dans cette situation. 5,3 milliards. Moi, je pense qu'on a eu une défaillance de l'État stratège. Là, l'État va reprendre la main à 100%. Il faut vraiment avoir une vraie stratégie. Et donc, il faut pouvoir, sur EDF, pouvoir avoir une stratégie industrielle. Et donc, jusqu'à présent, on n'a pas eu pendant 10 ans de stratégie industrielle. Alors, de peur des syndicats, de peur des écologistes français. Des écologistes sur le nucléaire. On marche sur la tête quand on regarde le plan de fermeture et le plan actuel. On se dit, mais comment on peut en fermer autant en même temps ? Comment on n'a pas prévu ? Et donc là, pour le coup, il faut être courageux. C'est-à-dire que je pense que ce qui arrive à EDF, c'est le manque de courage politique. C'est-à-dire il faut assumer qu'on veut des centrales nucléaires, qu'on en a besoin. Il faut assumer qu'on peut pas, sur le gaz de schiste, par exemple, je ne dis pas qu'il faut le faire, mais pourquoi on a arrêté la recherche ? Il faut se dire qu'on ne peut pas, d'un côté, comme le font les écologistes, on veut de l'autonomie énergétique, et de l'autre côté, ne pas être pour le nucléaire. Et donc, il faut une vraie stratégie industrielle sur l'énergie. Bon, je vais quand même demander la réaction d'Aurore Lalleud, du coup. Non, ce qui est dommage, c'est que tout ça, c'était prévisible. C'était dans le scénario RTE qui avait expliqué que, pour des raisons de maintenance, une partie du parc nucléaire serait fermée entre 2020 et 2024 et qu'on aurait des hivers relativement difficiles et qu'il faudrait donc prévoir tout ça. Et la difficulté, c'est effectivement, il n'y a pas eu de prévision. Il n'y a jamais eu de stratégie réelle énergétique au niveau français. On a toujours un petit peu attendu. L'entreprise l'a fait. On a toujours un petit peu attendu comme ça. Et ensuite, l'autre chose, c'est que EDF prend quand même les pertes du bouclier tarifaire. Il ne faut pas l'oublier. Et ça, c'est quelque chose d'important.
Michel Rémy. Je compléterai ce qu'a dit M. Ramos. Je suis entièrement d'accord. Là, dans une approche de court terme, c'est bien. On va sauver EDF, puisqu'elle va avoir près de 65 milliards d'euros de dette à la fin de 2022. Et ce qu'il faut bien voir, c'est une stratégie de long terme sur la transition écologique et la stratégie énergétique de la France. Je rappelle que dans les années 70, il y avait eu le plan Messmer qui nous a mis les centrales nucléaires. Mais ça a nécessité une permanence et une adhésion de l'ensemble des partis politiques pendant un certain nombre d'années pour dire que le nucléaire est, on va dire, essentiel et nous permettre d'avoir une certaine indépendance énergétique. Il ne faut pas oublier que si l'on met en face une politique de transition écologique et environnementale et tout ce qu'il convient de voir dans les 30 prochaines années, il faut aussi que les partis politiques s'engagent à conserver et ne pas faire, comme on le fait souvent en politique, d'extricoter ce que l'autre premier gouvernement a déjà fait. Alors Richard Amos, votre carte blanche à vous, agroalimentaire, les profiteurs de crise, l'expression elle revient décidément sur plusieurs sujets en ce moment. Oui, j'étais un peu en colère parce que ce matin sur une chaîne concurrente, j'entendais encore Michel-Édouard Leclerc qui se faisait le pourfendeur, je dirais, des défenseurs des consommateurs. Il veut maintenir les prix, mais je vous le dis moi, ici dans les supermarchés, il y a des gens comme Michel-Édouard Leclerc qui vont maintenir les prix, mais les recettes de ce qu'on mange sont en train de changer. Il y a des jus de fruits auxquels on est en train de rajouter de l'eau. On a des produits où le prix de l'huile va être identique, donc on dira regardez, je sauve l'inflation, mais on demande aux fournisseurs de plus mettre de la première pression à froid. Et donc on a des barres chocolatées qui vont changer le grammage d'une plaquette de chocolat. On a le Nesquik, vous avez vu, qui va peut-être mettre moins de chocolat et plus de matière grasse. Et donc je dis attention, c'est pas honnête de dire que je maintiens les prix parce que je veux être celui qui maintient l'inflation, mais derrière, j'accepte de mettre dans des rayons des produits dont on a changé les recettes et où on aura remis du sucre, du gras et du sel. Et ce sera encore les pauvres qui vont trinquer parce que c'est souvent les premiers prix. Et c'est ceux-là qui sont en train aujourd'hui de progresser dans l'acte d'achat. Eh bien, je dis, c'est pas honnête. Donc, mon coup de gueule, c'est dire à Michel-Édouard Leclerc, ne change pas tes recettes dans tes rayons et on verra après si tu bouges l'inflation ou pas. Réactif comme il est, je pense qu'il y a des choses pour qu'il réagisse du coup à ce que vous venez de dire sur la question de l'honnêteté et de ce qu'il fera de ses produits. Mais du coup, vous dites qu'il faut faire quoi ? Je dis qu'il faut faire très attention à ce que les recettes ne changent pas. Si un prix doit augmenter parce qu'il doit augmenter, il faut donner aux Français les moyens d'acheter des prix, mais on ne peut pas être toujours au prix bas. Parce que quand en ce moment, la grande distribution, en ce moment, met des pénalités logistiques à toutes nos PME en France, comme jamais dans l'histoire. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, si on accepte, parce que ça arrangerait Bercy, de dire à la grande distribution, vous pouvez étrangler nos paysans, vous pouvez étrangler nos PME dans les box de négociation pour faire de prix bas, pour contenir l'inflation, ce sera soit sur le dos des Français, soit ce seront nos PME qui vont fermer. Alors, avant de vous entendre tous, vous vouliez montrer des exemples, je crois. Alors, les jus de fruits, par exemple. J'ai des jus de fruits, par exemple, j'ai donné des exemples. On a caché la marque, mais regardez bien les packaging. Et j'ai montré là l'évolution de 2018 à 2022, comment on a remis de la flotte, comment on a changé, on met du jus de pomme parce que c'est moins cher que dans un multifruit, et donc comment on a fait en sorte qu'on maintient le prix. Et regardez, il y avait 1 litre en 2018, il ne reste plus que 90 centilitres aujourd'hui. Il y a une question d'ingrédients aussi. Et les ingrédients, ici on a rajouté de l'eau, ici tout est prêt, en fait. on a rajouté de temps en temps du jus de pomme par rapport à de l'orange parce que ça coûterait moins cher, et donc on a changé la recette pour maintenir les prix. Et ça, c'est toujours sur le dos des plus pauvres, parce que c'est dans les premiers prix qu'il y a les plus grandes aberrations. Encore une fois, je pense que réactivité de Michel-Édouard Leclerc étant prouvée, il y a des chances pour qu'il réagisse à ce que vous avez dit. Mais donc, je veux vous entendre sur le sujet. Est-ce qu'il y a abus, dénonciation, rapport de force tronqué Non, la grande distribution, c'est toujours un problème entre les distributeurs et les producteurs. Ce qu'a dit M. Ramos existe depuis longtemps, malheureusement. On l'a vu déjà, dès qu'il y a des difficultés, on réduit les quantités, en fait, et on maintient le prix. Donc, pour maintenir, d'une certaine manière, les marges des producteurs. Donc, bien sûr, c'est encore plus exacerbé en période de crise, où, alors qu'on a des difficultés, eh bien, certains ménages, qui sont les moins fortunés, se rabattent sur des produits de premier prix, on va dire ça, et qui sont les plus touchés. Donc, bien sûr, mais ça renforce toujours le problème qu'en période de crise, il y a toujours une augmentation des inégalités sociales et économiques. Oh là, Luc. Oui, effectivement, c'est
malheureusement, c'est aussi l'une des dérives qu'on peut avoir quand on fait un blocage des prix, par exemple. On sait que le blocage des prix pour lutter contre l'inflation, ça a été extrêmement efficace pendant la Première Guerre mondiale, extrêmement efficace pendant la Seconde Guerre, même durant les années 70. À chaque fois qu'on l'a fait, ça a été efficace, mais on peut effectivement avoir cette problématique de réduction de la qualité. Il faut le regarder en face, même si moi, je suis pour un blocage des prix, il faut quand même parler Vous êtes honnêtement. pour, mais vous reconnaissez les limites. Oui, bien sûr. Toute politique a une limite et il faut savoir, je pense, pouvoir doser avec différents instruments. Après, là où je suis toujours dérangée par les interventions de Michel-Édouard Leclerc, c'est qu'il peut augmenter ses salariés aussi. Mais c'est comme Total d'ailleurs. Total peut aussi augmenter ses salariés. S'il y a un problème de pouvoir d'achat aujourd'hui dans notre pays, c'est aussi une possibilité. Donc voilà, tous ces discours de certains patrons, commencez par augmenter vos salariés, puis après on en reparle. Louis Dragnel. Moi, je suis d'accord avec vous sur le fond. Après, je pense que Michel-Édouard Leclerc n'est pas le seul. Vous tombez dessus. Bon, je pense que ça pourrait être quelqu'un d'autre. Je pense que toute la grande distribution est dans un marché tellement concurrentiel. Je pense que tout le monde est concerné par ça. Donc, c'est pas juste Michel-Édouard Leclerc. Je suis pas lobbyiste de Michel-Édouard Leclerc. Non, moi non plus, mais c'est parce que tous les matins, il tape sur les sénateurs et les députés comme si on était des nantis. Tous les matins, encore ce matin. Et donc, je lui explique que la représentation nationale, c'est des gens qui étaient même certains au RSA. C'est la représentation nationale. Lui, il est né riche, donc il ne fasse pas la leçon à la représentation nationale et qu'il prenne sa part. Là encore, et donc, autre il y a raison d'autres- pour lui de réagir. À mon avis, Voilà. ça ne devrait pas trop Faut tarder. organiser un duel, je pense. Entre Oui, ce serait visiblement Non, il a- Je le intéressant. respecte. Il faut qu'on finisse, Non, qu'on avance. Et après, voilà, la seule question que je me pose de manière un peu basique, dans la mesure où les prix des matières premières augmentent, les prix donc des produits qu'on va acheter, sinon, doivent augmenter dans les supermarchés. Et c'est un peu l'équation dans laquelle il n'y a pas vraiment de réponse. Qu'est-ce qu'on fait justement pour les gens très pauvres qui, du coup, si les prix augmentent, n'auront même plus les moyens d'acheter des produits de première nécessité?